Ouais. Ouais, bonjour à tous. Du coup, je ne vais pas vous faire la présentation, mais du coup, voilà pour cette journée consacrée à l'IoT au service de la performance industrielle, énergétique et sportive. Je voulais vraiment faire un focus sur la gestion de l'eau, puisque ça concerne vraiment les trois secteurs. En effet, du côté de l'industrie, le gouvernement a publié il y a 2 semaines la liste des 55 sites industriels concernés par le plan eau, dont l'objectif est de réduire d'ici à 2030 10% de l'eau prélevée. Donc là, ça passe justement par une meilleure gestion de la performance de l'eau. De leur côté, les collectivités doivent optimiser les consommations en eau de leur site pour éviter justement des restrictions ou des pénuries à venir. Là encore, ça passe par une optimisation de la performance. Et pour faire le lien avec le côté sportif de l'événement, je voulais parler de l'arrosage des équipements sportifs et des espaces verts, justement qui est un autre sujet d'optimisation des consommations en eau. Donc, pour tous ces usages, à chaque fois, la télérelève et l'IoT sont des clés pour assurer une meilleure performance. Mais en France, seuls 20% des 25 millions de compteurs sont connectés. Donc, du coup, je voulais vraiment axer par des exemples concrets, expliquer comment améliorer les performances dans l'eau. Et donc, c'est pour ça que nous accueillons les 3 intervenants. Et donc, du coup, vu que la télérelève est un point clé, je voulais commencer avec vous, Ludovic Callier, pour expliquer quels sont les points d'attention à surveiller pour que la télérelève soit performante dès le début du projet, parce que justement j'avais assisté à une table ronde de la métropole de Tours qui expliquait qu'ils avaient commencé par la télérelève, mais que finalement c'était très compliqué et qu'ils avaient été en POC pendant très longtemps. Donc est-ce que vous pouvez revenir justement sur des points clés à surveiller, des conseils aussi? Oui, merci Célia. Alors oui, évidemment, ce type de projet, c'est pas des projets simples. Moi, j'aurais déjà tendance à dire accompagnez-vous, faites-vous accompagner, le faites pas tout seul, faites-vous accompagner. Il y a des entreprises, il y a des cabinets conseils comme Tactis qui savent très bien aider sur le déploiement des réseaux. Si un réseau est déjà déployé, évidemment, l'intérêt c'est d'utiliser les moyens déjà présents. C'est pas la peine d'aller en redéployer un autre. Aujourd'hui, je parlais de LoRaWAN tout à l'heure. Aujourd'hui, si c'est déployé en LoRaWAN, il y a suffisamment aujourd'hui de sécurité pour que les compteurs d'eau remontent en toute sécurité. Après, c'est de pouvoir identifier les situations anormales. Et c'est là où ça va être le plus compliqué. Parce que si c'est pour déployer du compteur d'eau d'abonnés chez des abonnés avec un réseau très fourni en centre-ville, là, il ne va pas y avoir de problème et ça va se faire assez simplement. Par contre, dès qu'on arrive, on parle de compteurs d'eau en deep inside, dès qu'on est sur des compteurs d'eau isolés, dès qu'on est sur des compteurs d'eau de sectorisation, dès qu'on est sur des compteurs d'eau de grosse section ou de moyenne section, tous ces compteurs d'eau soit n'auront pas accès au réseau parce que ils sont sous des regards et que le réseau ne permet pas d'y aller, soit c'est trop compliqué d'utiliser de remettre une gateway uniquement pour quelques compteurs d'eau. Et ben c'est là où nous, en tant que fabricants d'objets connectés LoRaWAN, on propose, nous, des objets qui permettent justement de pouvoir améliorer cette connectivité et de pouvoir répondre à ces problématiques. Alors, j'ai oublié aussi une chose, c'est qu'avant de déployer un objet connecté, il faut toujours tester le réseau. Ça, je le dis à chaque fois, on a un testeur réseau qui s'appelle NetWo. Il en existe d'autres aussi sur le marché. Il faut toujours tester le réseau. C'est indispensable. C'est le B.A.-ba, entre guillemets, du déploiement de l'objet connecté. D'accord, merci. Du coup, c'est vraiment la surveillance du réseau. Et de votre côté, Oussam Boulem, vous me disiez en préparant cette table ronde que le risque est aussi que le système ne soit pas adapté aux besoins. Du coup, est-ce que vous avez d'autres recommandations pour éviter ce problème ? Bien sûr, c'est une importante question. Premièrement, il faut savoir, donc on l'a entendu ce matin avec M. Milodi, c'est que l'IoT, c'est un moyen et pas une finalité. Donc premièrement, la première chose qu'on recommande dans le cadre de nos missions, c'est principalement de bien comprendre ce besoin. Donc est-ce le besoin basique de la facturation réelle? Est-ce la surveillance et le maintien en conditions opérationnelles des réseaux de distribution d'eau? Ou ça va plus loin, par exemple, à de la maintenance prédictive ou d'autres use cases qui sont plus complexes. Donc à ça, on va lier un ensemble d'indicateurs qu'on doit mettre en place, notamment le taux de raccordement, la fraîcheur des données aussi. Donc si on est sur la détection de fuite, donc on doit avoir la donnée à 48 heures, et on en parlait ce matin, peut-être 48 heures, c'est un peu tard.
Donc premièrement, nous, en tant que conseil, ce qui va nous permettre aussi de dresser un cahier des charges qui va nous permettre ensuite, pendant les prochaines étapes, de bien choisir la technologie qui est adaptée aux besoins. La deuxième étape, donc, c'est de bien comprendre le territoire, donc niveau agglomération, ville ou commune. Là, par exemple, j'évoque une étude qui a été faite par l'Eau Bassin Rennais en 2021, qui était très intéressante et qui lie, par exemple, tout ce qui est usage et fait la différence, par exemple, entre parc privé et parc public, ou même niveau revenus moyens des foyers. Par exemple, on aura des use cases, par exemple les remplissages des piscines, qui va concerner certains foyers au sein de la commune ou de la ville. Donc là, la troisième étape aussi, donc là on va rentrer un peu dans le dur, donc ça va être la modélisation radio et le dimensionnement de la solution. Donc il n'y a pas une technologie qui est meilleure qu'une autre. Du LoRa, du WISE, du NB-IoT, donc ça va dépendre du use case et des deux principaux points qu'on a évoqués avant. Mais c'est sûr que dans certains cas, les technologies sont en concurrence directe. Donc là, on va avoir d'autres paramètres. Donc là, par exemple, on entend certaines communes qui se lancent dans des réseaux de RMS, donc réseaux multiservices. Par exemple, en déployant du LoRa privé. Donc là, on va privilégier principalement du LoRaWAN parce que ça peut être mutualisé avec d'autres use cases, qui permet aussi de réduire les coûts. Principalement, par exemple, on va avoir avec du LoRa, donc ce qui posait problème avant même niveau couverture. Donc on peut pallier au problème avec l'installation de relais, même si c'est pas toujours compatible avec les dernières versions de LoRaWAN. Mais pour les prochains déploiements, ça peut être une solution. Donc là, après cette étape de modélisation radio, donc là on passe principalement en tant que consultant, et on insiste pas mal sur la partie gestion de projet. Donc après les premières parties de modélisation et de dressage du cahier des charges et le choix de la technologie, la partie gestion de projet elle est très importante aussi. Donc c'est la concrétisation de tout ce qui a été conçu avant. Donc là, par exemple, on peut voir des projets de télérelève. Si on prend l'exemple de télérelève, par exemple dans l'agglomération saumuroise, où la SOR a eu un retard au planning, notamment à cause de cette partie gestion de projet et de prise de rendez-vous avec les citoyens pour le déploiement des capteurs. Et puis une partie aussi qu'il faut garder en tête, c'est que la brique IoT, elle est rarement utilisée en standalone, donc elle rentre en interaction avec un système d'information qui est déjà en place. Donc là, l'autre partie qu'il faut bien prendre en compte, c'est la complexité ou la simplicité du système d'information, sa capacité à accueillir un certain nombre d'informations et les gérer. On l'a entendu aussi ce matin. L'IoT, c'est un moyen qui permet de remonter l'information, mais qui doit être traité après, notamment par la partie détection de fuite. Donc il faut bien voir, et s'assurer que le système d'information permet ces use cases-là et de recevoir la data qui va remonter des capteurs. Là, par exemple, pour donner un autre exemple, il y a le projet qui a été lancé en collaboration avec Télécom Sud Paris pour la surveillance des centrales hydroélectriques et qui combine IoT, jumeaux numériques et intelligence artificielle. Donc il faut bien s'assurer encore une fois que le système d'information est capable de faire ce genre de manipulation de données. Et puis la dernière partie aussi qui est très importante, c'est la gestion à long terme. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est pas la gestion après la mise en service, mais plutôt après 20, 25 ans, 30 ans. Donc là on parle de la durée de vie des capteurs, c'est 15 ans, des compteurs d'eau, c'est 15 ans. Donc on recommande aussi des solutions qui vont avoir la même durée de vie, mais il faut garder en tête que cette partie gestion de projet aussi, elle doit être conçue à long terme, avec bien sûr toute la partie gestion de projet, mais aussi évolutivité, scalabilité des solutions qui sont mises en place et de l'organisation de gestion de projet qui va avec. Merci pour ces conseils et les exemples. Justement, pour avoir un autre exemple concret avec vous, Pierre Cheneski, la commune de Lambersart va se mettre à la télérelève. Du coup, comment est-ce que vous préparez le projet? Est-ce que vous avez identifié des freins ou au contraire, vous voyez des points pour améliorer? Voilà, merci. Effectivement, on va se lancer dans la télérelève dans l'eau et même dans les différents fluides qui constituent notre territoire. La difficulté étant déjà de cartographier réellement sur notre territoire la quantité de compteurs qu'on possède et les sous-compteurs qui divisent sur les différents bâtiments.
Une fois qu'on a fait ce travail, il nous suffit déjà de concevoir à peu près une architecture numérique de comment pouvoir, nous, après techniciens, consulter ces données pour mettre en place des systèmes d'action avec ces différents compteurs. Et une fois qu'on a travaillé sur ce système-là, c'est le moment du choix en fait, du capteur qu'on va intégrer sur notre système. Nous, on a un avantage sur la ville de Lambersart, c'est qu'on s'est doté d'un réseau LoRa privé il y a 6 ans de cela, ce qui nous permet d'être autonome sur nos réseaux et de pouvoir intégrer les différents capteurs de différentes marques. Et ensuite, c'est justement, et là, les grandes difficultés des municipalités, c'est de trouver en fait ces capteurs. On est lié à des centrales d'achat, et pour l'IoT, en fait, on s'aperçoit que c'est quand même très difficile de trouver des capteurs. Qu'est-ce qui est difficile, c'est de trouver vraiment le bon modèle, celui qui répond au bon usage ? Déjà, oui, effectivement, trouver le bon modèle et le bon usage en fonction de la typologie des capteurs, parce qu'en fonction des communes, on ne change pas nos équipements tous les jours. Donc on a des équipements qui peuvent avoir une vingtaine d'années, des équipements peuvent avoir 5 ans, donc les capteurs ont bien évolué. Certains capteurs sont difficiles à raccorder avec les différentes nouvelles technologies des IoT, mais également aussi même la capacité de les acheter sur des plateformes spécifiques. C'est-à-dire qu'on est obligé soit d'avoir des revendeurs qui acceptent en fait les mandats administratifs, et alors là c'est très facile pour nous, mais les centrales d'achat, en fait, on s'aperçoit que l'IoT, pour eux, c'est pas encore un domaine où les municipalités sont en capacité d'investir. D'accord, ouais. Merci pour ce retour. Et sinon, pour les collectivités, pour se mettre à la télérelève, est-ce qu'il y a une différence, si c'est porté par la régie ou par un syndicat d'eau ou un autre élément ? Est-ce que justement la performance est gérée différemment ? En fait, dans notre cas, en fait, pour l'instant, nous, l'eau pour nos bâtiments sont réalisés par régie au niveau de la métropole européenne de Lille. La difficulté, c'est, comme on l'a cité tout à l'heure, c'est que les données ne sont fournies que 48 heures en fait, après. Et 48 heures dans l'eau, c'est très important parce que s'il y a une fuite d'eau qui est détectée, soit sous un bâtiment, soit sous un stade, 48 heures, ça peut faire des milliers d'euros d'eau. Et l'avantage que la ville prenne en main justement l'installation des capteurs, ça serait de diminuer ce temps pour l'avoir quasiment à l'instant T et détecter des anomalies de fuite et pouvoir réagir en amont et soit couper via des vannes électrostatiques en automatique, soit d'envoyer sur le terrain des techniciens. D'accord. Et juste pour finir le projet, du coup, ça représenterait combien de capteurs, enfin de compteurs communicants, et c'est à quelle échéance le projet ? Pour la quantité de capteurs communicants, on va être quasiment sur 300-350 capteurs communicants sur le territoire. Nous avons 70 bâtiments, plus tous les arroseurs extérieurs, plus tous les systèmes équipés. Et pour la durée, pour la mise en place du projet, on initie actuellement le projet. Nous sommes en plein dedans, nous sommes en plein de réflexion, et justement le sourcing des capteurs, on commence. D'accord, merci pour ce partage. Et de votre côté, chez Tactis et puis après chez Wateco, comment est-ce que vous observez, comment est-ce que les projets sont menés par régie ou par syndicat? Est-ce qu'il y a des points à soulever? C'est un peu difficile de trancher et dire régie. Comme je l'avais évoqué avant, donc il y a une participation de projet qui est très importante. Et je pense que c'est indépendant de la partie à laquelle cette équipe projet appartient. Néanmoins, ce qu'on constate sur le terrain, donc il y a la carte des 198 points noirs qui a été publiée l'année dernière dans le cadre du plan eau. On constate que 151 parmi à peu près les 200 points noirs, c'est des réseaux qui sont gérés par des communes. Donc on connaît que à l'échelle communale, c'est principalement de la gestion en régie. Ce qui nous pousse à... En fait, ces points noirs, donc, je ne l'avais pas dit, mais c'est des taux de rendement qui sont inférieurs à 50%. Donc c'est principalement de la corrosion qui fait que ce taux de rendement est assez faible, et puis des défauts au niveau de joints d'étanchéité. Donc c'est de la gestion à long terme. Donc c'est des problèmes qu'on constate après 20, 25 ans, voire 40 ans depuis la mise en place de ces réseaux de distribution d'eau. Ce qui nous pousse à craindre aussi, donc, comme je l'avais dit, c'était mon dernier point, donc au-delà de la mise en place et de la gestion des projets après la mise en service, il y a toute une partie de gestion à long terme, et on pense que le délégataire de service public est plus une mise en place comme ça et une organisation comme ça, notamment avec tout ce qui est pénalité et engagement du délégataire de service public niveau QoS, et plus adapté à un certain engagement de QoS à long terme. D'accord, merci. Alors, déjà pour répondre aux problématiques de Lambersart, il y a l'UGAP et la Canut qui ont lancé des appels d'offres et qui devraient, a priori, là, d'ici les 3 à 6 mois,
pouvoir proposer des solutions qui devraient répondre au moins à votre problématique d'approvisionnement des composants. Après, nous, on a un certain nombre de capteurs qui répondront certainement à un grand nombre de vos usages. Après, moi je reviens toujours sur la mutualisation des réseaux, alors que ça soit déployé par un service des eaux ou que ça soit déployé par un syndicat numérique, puisqu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui déploient des syndicats numériques. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas des réseaux identiques qui se déploient sur les mêmes zones, parce que c'est des métiers en fait, hein, de déployer un réseau, c'est un vrai métier, de maintenir un réseau, c'est un vrai métier, donc ça demande des investissements, et dans ces cas-là, si je peux le recommander à mon niveau, c'est d'essayer de regarder quels sont les besoins au-delà d'un usage précis. Alors de commencer par le compteur d'eau, c'est évidemment le plus intéressant, parce que c'est là où il y a le plus grand point, c'est ce qui va permettre de rentabiliser rapidement le déploiement du réseau, des antennes et ainsi de suite. Mais après, il y a plein d'autres services qui peuvent s'y adjoindre. Je pense notamment aux personnes âgées où on demande aujourd'hui de laisser dans la maison, et notamment dans le Nord. C'est des notions qui sont importantes, sur lesquelles on peut déployer plein de services à partir des compteurs d'eau, notamment, entre autres, et plein de services associés. Donc, à chaque fois, c'est essayer d'aller juste un tout petit peu plus loin que son propre métier, et essayer de regarder s'il ne peut pas y avoir une autre mutualisation avec d'autres services, évidemment. Merci. Là, on a surtout parlé de la mise en place du projet. Je voudrais aussi faire un focus sur les gains, les résultats, parce que justement, il y a quand même 20% des rendements qui sont perdus dans les réseaux. Donc, du coup, est-ce que vous pouvez donner des exemples justement de ce qu'apporte une meilleure gestion de la performance des réseaux d'eau ? Ah bah oui, moi j'ai toujours ce cas, c'est il y a 4-5 ans, où j'ai une personne de l'Occitanie qui s'occupait des lycées dans l'Occitanie, qui m'appelle. Il était en panique parce qu'il y avait un lycée du côté de Millau qui n'avait pas découvert de sa fuite d'eau. Et à l'époque, il avait reçu une facture d'eau de 150 000 €. Et c'était pour lui, c'était une catastrophe, parce que, ça allait être compliqué, ils n'avaient pas les budgets pour payer autant. Et deux, c'était de trouver des solutions, parce que c'était une fuite d'eau qui ne se voyait pas et qui ne s'est vue que lorsque la facture est arrivée. Et donc, évidemment, 4-5 ans, 150 000 €, ça coûte cher. Il n'y avait pas encore toutes les problématiques liées au RSE et autres. Donc là, c'était juste l'aspect financier. Et donc, du coup, la conséquence, c'est quoi ? Ça a été, notamment au niveau de la région Occitanie, qui gère les lycées, ça a été de débloquer déjà des fonds pour pouvoir équiper tous les lycées d'Occitanie. Il y a eu les collèges aussi, sur les compteurs d'eau, pour pouvoir détecter ces fuites d'eau. Et Dieu sait si en Occitanie, la notion d'eau, et notamment sur la côte méditerranéenne, tout ce qui est Roussillon, Languedoc-Roussillon, c'est quelque chose qui est évidemment très prégnant. Et voilà, c'est typiquement, il y a eu une action, il y a eu une détection à un moment donné, et une action directe qui a permis de faire ces déploiements et de pouvoir faire maintenant de la prédiction, quoi. D'accord, merci. Et de votre côté, chez Tactis, est-ce que vous avez repéré justement des clients avec des résultats significatifs ? Exactement. Donc moi, je voudrais parler plus au-delà de tout ce qui est collectivité, délégataire de services publics. On pense aussi que tout ce qui est entreprises et corporate sont aussi responsables. Il faut garder en tête que le secteur de l'industrie est responsable de 6% de la consommation d'eau en France. Il y a un exemple, un use case qui nous a interpellés au sein de Tactis, c'est celui de L'Oréal, dans leur nouveau site, construit en 2016, qui s'étend sur 68 000 m² entre Saint-Ouen et Clichy, et pour lequel Kerlink et Robo ont installé une solution LoRa et LoRaWAN privée, pour la gestion de l'eau. Donc concrètement, c'est quoi ? Donc c'est des capteurs qui sont installés au sous-sol au niveau de l'approvisionnement en eau de tout le site industriel, plus des capteurs à chaque niveau qui permettent de détecter les différentiels ou les anomalies de consommation d'eau à chaque niveau. Donc intervenir en cas de fuite avec une géolocalisation précise de l'endroit ou de la localisation de la fuite,
plus de la gestion de l'eau, parce que principalement, donc, au-delà du relevé temps réel pour voir la consommation, il y a toute une partie sensibilisation et adapter notre utilisation de l'eau en fonction de cette information qui va remonter. C'est d'ailleurs le cas des collectivités. Après la télérelève, bien sûr, il y a tout un travail de sensibilisation qui doit aller avec. Et les résultats sont très satisfaisants. Ça nous a interpellés principalement pour les résultats. Donc, le rapport a été publié en 2022. Donc, c'est 50% de réduction et d'économie d'eau, 30% sur la facture. Donc, pour parler aussi retour sur investissement, parce que c'est ce qui intéresse dans la majorité des cas les corporates et les entreprises. Et 10 fuites d'eau qui ont été détectées avec une intervention un peu de temps après cette détection, ce qui d'ailleurs a permis les 50% d'économie d'eau. D'accord, merci pour ces chiffres. Et de votre côté, Pierre Cheneski, vous allez intervenir cet après-midi sur la gestion énergétique des bâtiments. Mais justement, comment est-ce que vous avez mis à travailler sur l'eau dans les bâtiments? Est-ce que vous avez des attentes aussi de gains? Oui, tout à fait, parce que même si actuellement les municipalités se concentrent sur les fluides, que ce soit l'électricité, le gaz et les systèmes de chaleur, l'eau n'est pas encore une donnée qui a fortement augmenté. Par contre, on sent que dans les prochaines années, prochains mois, ça va augmenter. J'ai lu ce matin, par exemple, qu'à Toulouse, cet été, 46% d'augmentation de facture d'eau prévue. Les autres municipalités vont suivre, c'est évident, donc il est important d'avoir une gestion beaucoup plus rationnelle de l'eau sur le territoire. Et effectivement, c'est pour ça qu'on va se lancer dessus, pour éviter ces pertes de données. Et également, d'un point de vue écologique et de transition écologique, le fait de moins consommer d'eau est important pour nous sur le territoire. D'accord. Et là, dans la gestion énergétique des bâtiments, ça se passe, pour gérer l'eau, c'est comme les autres fluides, comment ça se passe Tout à fait, en fait, la gestion de l'eau, en tout cas de nos bâtiments, sont gérés comme les autres fluides, sans distinction. Donc on va pouvoir agir dessus facilement, soit en monitorant les compteurs et vérifier les consommations des bâtiments. Donc nos bâtiments, nous, municipaux, sont utilisés majoritairement la journée. Si on voit des consommations la nuit, forcément, c'est des anomalies. Donc s'il y a des anomalies, il est important pour nous de les corriger, soit directement en faisant des plannings, en agissant sur des vannes électrostatiques et couper l'eau des bâtiments, soit en déplaçant du personnel pour les bâtiments les plus anciens. D'accord, merci. Pour une dernière partie de cette table ronde, je voulais aborder l'arrosage intelligent, donc ça soit des équipements sportifs ou des espaces verts. Et du coup, vous avez le micro, est-ce que vous pouvez détailler justement votre exemple à Lambersart pour expliquer le bilan, comment vous y êtes mis, les économies générées? Tout à fait. Donc en fait, il y a un an de cela, on a tenté de mettre en place une expérimentation pour l'arrosage de zones qui sont distantes, en fait, qui sont éloignées en fait de nos bâtiments municipaux, qu'on est obligé de déplacer du personnel sur place pour ouvrir le matin l'arrosage et l'éteindre, qui est une aberration en fait. Alors, c'est pratique pour l'agent, ça lui fait du travail effectivement, mais par contre d'un point de vue économie, c'est pas significatif. Donc le fait d'avoir fait une expérimentation sur le terrain nous a permis de mettre une vanne électrostatique sur place et d'allumer par planning directement cet arrosage. Ça a été très significatif parce que rien que le remplacement de cette vanne nous a permis de réaliser 3 000 € d'économie sur un an, ce qui permet de rentabiliser directement l'achat de la vanne. Ce qui nous permet d'imaginer que cette année, on équipe tous nos autres sites distants pour les équiper de ce type de vanne. D'accord, merci. Et juste pour finir sur la suite du projet, parce qu'en préparant la table ronde, vous évoquez la possibilité de coupler la pluviométrie pour utiliser les eaux grises avec l'arrosage. Tout à fait. Donc effectivement, le fait de coupler les vannes, donc déjà pour l'arrosage automatique des terrains, mais également nous déplaçons donc du personnel avec des cuves d'eau sur le territoire pour allumer soit les zones qui ne sont pas équipées d'arrosage automatique, soit les plataires de terre avec des arbres et des fleurs dessus. Et principalement, nous, on encourage notre personnel à utiliser de l'eau située dans des cuves de récupération d'eau. Ces cuves ne sont pas monitorées. Donc pour l'instant, on sait qu'elles sont pleines ou pas quand le personnel se déplace. Et majoritairement, le personnel utilise le plus simple, c'est de dire le robinet du bâtiment où il se trouve, qui n'est pas très logique au niveau de la consommation d'eau. Donc dans l'idée, ça serait de monitorer donc, déjà la pluviométrie pour identifier si effectivement... Donc, on habite dans le nord, donc la pluviométrie, il y a de fortes chances que, limite, on regardera le ciel, on va se dire qu'il pleut, donc ça devrait aller, mais bon, on va quand même l'équiper. Mais équiper également nos cuves de récupération de sondes.
Et quand on va coupler toutes ces données-là, on va pouvoir créer un système qui fait que le matin, les techniciens reçoivent un message pour dire privilégie plutôt les cuves qui sont pleines d'eau que plutôt d'utiliser que l'eau de ville. D'accord, merci pour ce retour d'expérience. De votre côté, ça me voilà, mais est-ce que justement vous avez aussi d'autres conseils sur l'arrosage, est-ce que vous avez remarqué d'autres gains liés à cet usage? Exactement. Autre que par exemple que l'arrosage, il y a l'irrigation intelligente dans le même sens, mais dans le secteur de l'agriculture. En France, par exemple, l'agriculture c'est 48% des consommations d'eau, donc c'est un potentiel énorme d'économie grâce à des solutions IoT. Donc là, par exemple, il y a une entreprise basée à Nantes, une startup qui s'appelle Winat, qui a développé en fait des centres capacitives connectés, donc avec un réseau LoRa et LoRaWAN, qui permet de détecter les zones de stress hydrique, bien sûr couplées à d'autres capteurs, par exemple des capteurs météorologiques, pour qu'au-delà en fait de l'humidité et la température du sol, avoir aussi une prévision sur les zones de stress hydrique et prévoir les périodes d'irrigation par conséquence. Il y a une autre... principalement, c'est partie irrigation en fait, et les économies, donc on ne peut pas les prévoir parce que ça dépend principalement des régions. Par exemple, au Maroc, puisqu'il y a déjà des solutions qui sont déjà mises en place, par exemple des systèmes de goutte à goutte, donc les solutions IoT, ils auront moins d'utilité. Et si elles sont mises en place, donc elles vont permettre moins d'économies en eau. Mais c'est principalement des solutions qu'on voit aussi chez Tactis de plus en plus, par exemple en Afrique avec les périodes de sécheresse, mais qui peuvent permettre des économies d'eau, notamment couplées avec d'autres technologies, comme je l'avais évoqué. Il y a aussi de l'imagerie satellitaire, il y a de l'imagerie par drone, qui couplée avec des données de capteurs IoT, notamment l'humidité, la température du sol, permettent une meilleure gestion de l'irrigation et de l'arrosage. D'accord, merci pour ce partage. Et de votre côté, Ludovic Callier, chez Wateco, est-ce qu'il y a de nouvelles demandes liées à l'arrosage, soit espace vert ou équipement sportif ou l'irrigation? Alors oui, il y a des demandes. C'est pas vraiment complètement notre métier. Je pense qu'il y a des entreprises qui savent bien mieux faire, et notamment la gestion au niveau de la robinetterie ou autre. Par contre, je peux répondre à monsieur, c'est que on a un kit Levo qui mesure très bien les contenances de réservoirs, que ce soit du liquide, que ce soit de l'essence ou ce que l'on veut, n'importe quel fluide, on est capable de le faire. Donc aujourd'hui, voilà, on a un certain nombre de capteurs qui savent répondre à un certain nombre de besoins. On ne peut pas répondre à tous les usages, ça c'est clair. Ça peut faire partie des produits sur lesquels on peut s'intéresser pour développer. Aujourd'hui, il y a une demande, et c'était très bien exprimé, il y a une demande à profusion aujourd'hui de besoin de récupérer des données. On a un certain nombre de capteurs qui permettent de le faire simplement, et je le dis à chaque fois parce que on l'oublie de temps en temps, à coût le plus bas. Je rappelle que Wateco, c'est une entreprise française qui fabrique tous ses capteurs en France, en Bretagne, et du côté de Lorient, on a notre propre unité de fabrication. Et on sait faire ça, on sait répondre à ce type d'usage. Voilà. Et pour toutes les premières commandes, on livre un Kunyaman, si ça intéresse quelques personnes. Je retiens. Et justement, là, pour le projet de coupler les eaux grises de pluie pour coupler avec l'arrosage, est-ce qu'à part les capteurs de niveau pour les cuves, il faut d'autres matériels, il y a autre chose à penser, justement? Oui, bien sûr, oui. Il existe sur le marché, monsieur en a parlé tout à l'heure, il existe sur le marché des actionneurs donc, sur lesquels on peut utiliser, qui peuvent être connectés sur le réseau LoRaWAN et qui peuvent être actionnés à distance. Aujourd'hui, on ne le fait pas dans le domaine de l'eau chez Wateco, on le fait dans le domaine électrique, mais on ne le fait pas dans le domaine de l'eau. Voilà, ça sera certainement une des prochaines développement que l'on pourrait faire, effectivement, tout à fait, parce que la demande est existante et réelle. D'accord, merci à tous les trois pour tous ces chiffres et ces exemples. Et du coup, je vais laisser un peu de temps pour les questions. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions sur certains projets ?
Alors, il y a aussi, ça n'a pas été évoqué, mais il y a aussi potentiellement toutes les questions liées au RSE dans le métier de l'eau, parce qu'on est aussi dans la notion d'écologie, de maîtrise de l'eau et autres. Puis il y a aussi toutes les notions RSE, parce que je pense que les communes sont de plus en plus sensibles aussi à ces notions de RSE. En tout cas, chez nous, c'est une valeur importante. Chez Wateco, la notion de RSE, de mettre en place un programme de RSE, pour nous, c'est quelque chose qui est essentiel, qui est complètement en harmonie avec les produits que l'on propose. Il y a une question qui vient en ligne, donc je vous donne la question. La question est, est-ce que les cuves de récupération de la ville de Lambersart sont aussi équipées de détection d'animaux ? La chute de rats ou oiseaux dans ces réservoirs cause souvent l'infestation, causant souvent des problèmes sanitaires comme la leptospirose par contact. Bonne question. Merci de la question. Question très sympa. Alors non, pas encore, effectivement, mais avec les sondes qu'on pourrait équiper en fait dans les cuves de récupération de pluie, vu qu'elles mesurent le niveau, on pourrait, s'il ne pleut pas, vu qu'on pourrait coupler ça avec une sonde de pluviométrie, on pourrait identifier que la surface de l'eau a bougé et donc imaginer en tout cas qu'il y ait quelque chose qui est tombé dedans. Alors c'est pour la ville de Lambersart. Donc vous avez déployé un réseau il y a 6 ans et vous commencez maintenant les usages, en tout cas au moins la télérelève. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 6 ans ? Non, depuis 6 ans, on a fait quand même pas mal d'expérimentations. Justement, quand on a installé le réseau LoRa il y a plus de 6 ans de cela, on a commencé par de multiples POC en fait, sur le territoire, que ce soit du stationnement de parking, que ce soit de la mesure de température sur des salles en fait, très précises, des salles serveurs, des bureaux en fait, d'agents, mais également des expérimentations sur des boîtes à livres connectées pour identifier que les habitants déposent des livres ou pas dedans, pour anticiper, et que la boîte à livres soit toujours en état de fonctionnement, donc pas délabrée par de la civilité, mais également qu'il y ait des livres dedans si elles sont gérées par des associations par exemple. Donc non, depuis 6 ans on n'a quand même pas fait l'expérimentation. Là, on se lance dans la télérelève parce qu'avec la nouvelle municipalité, on s'est lancé dans la transition écologique avec toutes les contraintes énergétiques que les municipalités subissent, comme les habitants peuvent le subir chez eux. Donc c'est pour ça que là, on se lance dans la télérelève spécifiquement. Merci. De nouveau une question pour la ville de Lambersart, mais est-ce que, au-delà de la télérelève, vous intéressez aux usages de l'eau en fonction, j'ai envie de dire des services de la ville, mais en fait en fonction des usages sur le territoire. Donc vous séparez l'eau qui est nécessaire à tout ce qui est éducation, de l'eau qui est nécessaire à tout ce qui est parc et jardin, de l'eau qui est nécessaire à l'administratif, etc., etc. Alors pas directement, mais effectivement le fait de monitorer les différents bâtiments va nous permettre d'extrapoler pas mal de données par rapport aux usages. Et effectivement, dans le cadre de l'eau pour l'arrosage, on va pouvoir, avec d'autres capteurs qu'on a déjà installés en fait, sur certaines expérimentations, on mesure l'humidité dans le sol pour évidemment consommer le moins d'eau possible pour la vie de l'arbre. La vie de l'arbre. Mais ce qui est surtout intéressant dans ce domaine de l'arbre, c'est qu'on s'est aperçu qu'on arrosait beaucoup trop. En fait, nos espaces à se borer. En fait, on a un spécialiste de l'arbre dans la ville de Lambersart qui s'est aperçu que 3% d'humidité dans le sol est amplement suffisant pour garder un arbre en vie. Et nous, on a arrosé à 20% d'humidité. Donc, on a pu réaliser des économies rien que sur l'arrosage des arbres. Donc, on est la ville de l'arbre, Lambersart, vous le verrez tout à l'heure dans notre logo. Mais c'est pour ça qu'on va découpler effectivement, en fonction des bâtiments, l'eau utilisée. Alors juste peut-être pour répondre à Pierre par rapport à la question qui a été posée, parce que c'était une question qui appelait pas forcément la réponse, puisque en fait, ce que disait Olivier, donc Carbonade Hydriotique, qui est une start-up qui a été créée récemment, c'est qu'il avait des capteurs pour répondre à ses besoins. Donc je précise le point et je donne l'info si jamais vous voulez vous rapprocher d'eux. Bon, il n'y a pas de...
n'y a pas de mal à faire sa publicité aussi, donc je la relais avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être dans l'auditoire ou en ligne? Oui. Merci. Oui, bonjour, Sébastien Matos avec A France. Donc aujourd'hui, question également pour la ville de Lambersart, encore une. Vous allez sur une démarche de télérelève, si j'ai bien compris, d'optimisation de l'utilisation de l'eau. Est-ce que vous êtes aussi dans une démarche de sectorisation de vos réseaux, de vos secteurs de distribution d'eau? Non, là pour le coup non, parce qu'en fait on n'est pas maître en fait de ces réseaux-là, donc on va pas pouvoir agir dessus. La seule chose qu'on va faire, c'est vraiment pouvoir identifier les bâtiments les plus gros consommateurs d'eau et agir en fonction de la typologie de bâtiment. On imagine bien qu'une piscine va consommer beaucoup plus d'eau qu'un bâtiment tertiaire standard comme les bâtiments de bureaux. Mais on n'ira pas plus loin sur ça. Ok, merci. D'autres questions? Oui. Alors peut-être pour faire un petit peu le lien avec les interventions de cet après-midi, vous avez parlé effectivement des performances de l'eau. Qu'est-ce qu'il en est des performances énergétiques de l'eau? Donc on parle plutôt là effectivement des eaux grises, etc. Mais peut-être que les uns et les autres, vous avez des choses à dire là-dessus. Quand vous parlez des performances énergétiques de l'eau, vous voulez préciser la question? Alors, je sais qu'effectivement, il y a des bâtiments qui ont des circuits d'eau chaude qui peuvent être généralisés au niveau des villes, et il y a la récupération d'énergie aussi des eaux usées. Ok. Voilà. Nous, par exemple, sur le territoire de Lambersart, nous avons un réseau de chaleur urbain en fait, qui est de l'autre chose, qui effectivement qui passe dans la canalisation, qui permet de chauffer les bâtiments. Là, pour le coup, on passe par des prestataires qui sont en lien de ces différents équipements. Et on a pu constater récemment qu'on a eu un souci en fait sur les canalisations d'eau chaude du réseau de chaleur qui ont provoqué une fuite. Grâce à l'IoT, on aurait pu anticiper en tout cas l'état de ces tuyaux parce qu'en fait ils étaient complètement corrodés, ce qui a fait qu'ils ont explosé en souterrain. Donc on a détecté la fuite très rapidement parce que heureusement ça a cassé au-dessus d'un regard, coup de bol. Par contre, on a privé certains habitants d'eau chaude pendant quelques jours. En tout cas de chauffage, en tout cas dans ce domaine-là. Donc effectivement, on va pouvoir agir dans les années futures, en tout cas, d'essayer de démultiplier les capteurs à certains endroits ou faire appel à nos prestataires qui installent eux-mêmes des capteurs, à la limite, sur notre propre réseau. Merci beaucoup. Il y a un autre point aussi pour lier eau et énergie. Donc, on a parlé beaucoup d'économie d'eau, mais il y a aussi une économie d'énergie grâce à l'IoT. Puisqu'il y a plein de scientifiques aussi qui considèrent qu'à cause des fuites, les pertes à cause des fuites, en fin de compte, retournent aux nappes souterraines, sont absorbées, retournent aux nappes souterraines, en tout cas si on n'est pas sur des zones côtières. Mais il y a toute la partie énergie nécessaire pour le captage et le pompage d'eau aussi, qui est économisée grâce à l'IoT. Donc ça, on ne l'a pas évoqué, mais c'est très important aussi. Non, je peux parler d'un secteur d'activité aujourd'hui qui est en forte demande d'IoT et notamment lié au domaine de l'eau, c'est les campings. Les campings, et notamment dans le sud de la France, sont quasiment tous équipés de grandes piscines. C'est même plus des piscines, parce que c'est quasiment des parcs d'attractions qui sont intégrés dans les campings. Et effectivement, la gestion de l'eau pour eux est essentielle parce que, il y a la rareté. Donc, du coup, ils ont une pression des élus sur place et de tous les mouvements que l'on peut trouver autour de ça. Et 2, il y a le coût. Et 3, il y a les clients qui maintenant viennent avec des exigences liées toujours à des labels, verts, écologiques ou autres. Et cette notion-là est évidemment très, très importante dans la gestion de l'eau. Voilà ce que je peux ajouter de plus. Mais du coup, tu vois des déploiements alors de réseaux privés, par exemple, sur le camping ? Oui. Ah oui. Ah oui, en ce moment, oui. Il y a, pour les 3 facteurs que j'ai indiqués, il y a la clientèle qui demande aujourd'hui des labels verts.
Le deuxième, c'est le coût de l'eau qui s'est profondément augmenté. Et troisième, c'est la rareté de l'eau. Et les campings, aujourd'hui, je parle du sud de la France, évidemment, ont une vraie pression de la part des élus ou des mouvements locaux pour monitorer au mieux leur consommation d'eau. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Bon, eh bien, écoutez, merci à tous les quatre pour cette session sur la gestion de l'eau et comment mettre de la performance dans cette gestion de l'eau compte tenu des contraintes qu'on rencontre justement sur la rareté de la ressource en eau. Écoutez, c'est l'heure du déjeuner, donc on va pouvoir profiter d'une pause d'environ 1 heure et on va se retrouver vers 13h30 à peu près pour la suite du programme de cet après-midi.